Bienvenue à la 6e conférence débat organisée par l'association SCATGI sur la jeunesse et la route, autonomie, risque et responsabilité avec Maxime Duviot. Donc, je vais faire une brève présentation très rapide de l'association. C'est la Société calédonienne d'analyse transculturelle de groupes et d'institutions qui a été créée en 2016, qui a pour vocation, on va dire, des champs autour des sciences humaines, sociales, autour de la culture psychanalytique et la culture, je dirais, groupe et institutions. Donc c'est un petit mélange qu'on réunit des intéressés, des professionnels, des psychologues, des psychiatres, enseignants, éducateurs, etc. Où on peut répondre à certaines sollicitations ou certaines actions, comme aujourd'hui. Brièvement, on organise aussi des formations. Entre autres, on a une formation organisée par un de nos collègues siciliens fin août, début septembre, sur la sensibilisation au photolangage, des approches et des méthodes de médiation. Il y a une formation également qui est proposée autour de l'adolescence difficile et de l'expérience de groupe. Et également pour nos adhérents et celles et ceux qui souhaitent avoir une supervision collective avec le professeur Sirota depuis plusieurs années. Donc pour ouvrir cette conférence, je serai très bref pour laisser la parole à Maxime. Il y aura des petits repères socio-historiques, quelques chiffres rapides et bien sûr, qu'est-ce que c'est un jeune en Nouvelle-Calédonie ? Le thème ce soir, on va dire autour de la voiture. Du coup, je me suis interrogé, moi, je me suis dit, la voiture, elle est arrivée quand en Nouvelle-Calédonie ? En 1902. Voilà, c'est juste pour le contexte. Donc ça veut dire que ça va faire plus de 120 ans que les voitures sont ici. 42-46, j'ai mis la présence américaine avec ces mythiques véhicules, parce que pour les passionnés de véhicules ici, c'est une période très importante. Il y a eu 2 millions d'Américains sur le territoire calédonien, donc on peut imaginer que ça a bien mouvementé et bien bouleversé les choses. Et aujourd'hui, pour le contexte, c'est le premier mode de déplacement des Calédoniens, et la moitié des foyers, par exemple en tribu, possèdent une voiture. Donc ça veut dire que tout le monde n'a pas encore de véhicule pour pouvoir finalement se mouvoir et se déplacer sur le territoire. Mortalité routière est un véritable problème de santé publique en Nouvelle-Calédonie. Le taux de mortalité est quand même assez important, c'est très compliqué. Ces derniers temps, on a bien vu les chiffres qui augmentaient. À chaque fois qu'on préparait un peu l'intervention, on était obligé de rajouter un nombre de décès. Donc c'était un peu glaçant. Bon, ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que le taux de mortalité est presque 6 fois plus élevé qu'en France métropolitaine. Donc déjà en France, c'est énorme, mais 6 fois plus, vous imaginez le drame pour un tout petit pays où tout le monde se connaît, tout le monde est un peu entrelacé, on connaît toujours quelqu'un qui a été touché de près ou de loin par ce genre de drame. Ce qui est important de retenir, c'est que 2 tiers sont sous l'emprise d'alcool. Donc ça interroge effectivement sur les conduites à risque, avec presque de la moitié sous emprise de cannabis. Donc on voit que les stupéfiants sont très présents, les toxiques sont très présents. 2/5 avec des défauts de permis de conduire. Donc ça interroge aussi sur le rapport au permis de conduire pour les Calédoniens. Pourquoi effectivement il y a aussi ces défaillances-là, mais également on a aussi le problème de sécurité, entre autres la ceinture de sécurité qui pose encore beaucoup de problèmes sur le territoire où à chaque fois qu'il y a des décès, malheureusement 2 tiers n'ont pas la ceinture. Donc ça c'était pour la petite ouverture contextuelle calédonienne. Qu'est-ce qu'être un jeune aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ? On voit que c'est compliqué pour ceux qui travaillent depuis longtemps en fonction de public jeunesse. Alors être jeune, on peut être jeune longtemps, je dirais dans nos têtes. Mais c'est vrai qu'ici, le critère, il n'est pas forcément, c'est pas forcément l'âge réel, en fonction un petit peu des groupes d'appartenance, de nos liens. Pour certains, on va dire la coutume, le mariage, un certain nombre d'éléments qui font qu'on n'est pas toujours, du moins l'option jeunesse est quand même assez large. Et Maxime reviendra dessus. Alors on peut proposer du 15-16, 30-35 ans selon les variantes. Donc pour introduire Maxime, j'introduis avant tout le dernier ouvrage de David Le Breton, dont Maxime a contribué et participé à cet ouvrage, en écrivant plusieurs chapitres. Pourquoi David Le Breton ? Parce que David Le Breton, c'est lui qui nous a mis en lien tous les deux. Voilà. Donc j'ai rencontré David Le Breton pour la première fois en France, mais il est venu en 2013 lors d'un colloque, lors d'un congrès en Nouvelle-Calédonie.
Et des liens sont tissés, et ainsi de suite. Et un jeune doctorant qui est docteur en sociologie, Maxime, on s'est mis en lien grâce à David, et le voilà aujourd'hui. Donc, docteur en sociologie, avec comme directeur de thèse David Le Breton. Il travaille entre autres sur beaucoup de questions, mais on va pouvoir justement en parler. Au niveau de ses études, c'est sur les addictions aujourd'hui. Il vient spécialement en Nouvelle-Calédonie plus autour des addictions et des comportements à risque autour des jeunes. Et si on devait le définir de manière simple, c'est un sociologue de la jeunesse. Voilà. Je pense que c'est un bon moyen de résumer, un sociologue de la jeunesse. Alors, il est également enseignant-chercheur à l'université de Pau, et il avait été doctorant à l'université de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Voilà. Il travaille sur les questions également de la ruralité, donc c'est important. Nous, ici, on dirait plutôt la brousse, et les conduites, bien sûr, à risque des jeunes en général. Donc, je vais lui laisser la parole, et je lui souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Grégoire, pour l'organisation de cette rencontre. Moi, je suis absolument ravi de venir en Nouvelle-Calédonie pour la première fois. C'est un territoire que je découvre dans un contexte particulier. Comme l'a évoqué Grégoire, effectivement, je viens non pas pour travailler sur le rapport à l'automobile des jeunes calédoniens, mais bien pour travailler sur la question du rapport au cannabis et à l'alcool, dans le cadre d'une recherche qui est financée par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et qui est dirigée par Evelyne Bartou. Je sais qu'il y en a ici qui la connaissent, qui en ont entendu parler. Voilà, c'est pour ça que je le précise. Je travaille donc avec elle ponctuellement pour cette recherche-là. Mais effectivement, Grégoire m'a sollicité ce soir plutôt pour parler d'un autre sujet, un sujet qui a bercé, disons, mon quotidien pendant de nombreuses nuits et jours, puisque c'était le sujet de ma thèse. Un sujet de thèse donc sur les jeunes, la jeunesse, au volant. Un projet financé par la Fondation Vinci Autoroute, une fondation d'entreprise d'autoroute en Hexagone, qui s'intéressait un petit peu au risque, en fait, au risque chez les jeunes au volant. Donc dans ce cadre-là, j'ai pu produire une thèse et je vais vous présenter quelques résultats. Peut-être, avant toute chose, un petit rappel sur la jeunesse, même si Grégoire a déjà dit beaucoup. En tout cas, dans le cadre de ma recherche bien spécifique, qui s'est déroulée donc, en France hexagonale, la jeunesse, c'est toujours très compliqué à définir. C'est toujours très compliqué, généralement même ça fait sourire quand j'interviens, parce qu'on peut très bien se sentir jeune à 80, 90 ans, 100 ans, 110 ans pour les plus chanceux. Mais effectivement, pour les besoins de la recherche, pour cadrer un petit peu, on est obligé d'imposer un âge. Mais il faut bien comprendre que la jeunesse est relative à la culture, voire même à l'individu, d'un individu à l'autre. La perception de la jeunesse change, évidemment, en fonction de ses affiliations, de ses rencontres, de ses valeurs, etc. Donc, au niveau du contexte donc, de ma recherche, plus précisément, parce que je n'ai pas épié toute la France hexagonale, j'ai donc fait deux terrains principaux. Un terrain plutôt à Strasbourg, donc dans le nord-est de la France hexagonale, et puis un terrain vers Pau, dans l'opposé absolu diagonal, donc plutôt dans le sud-ouest, avec des jeunes, une soixantaine que j'ai rencontrés en entretien semi-directif. Donc j'ai fait le choix d'une méthodologie plutôt qualitative. Donc je rencontre ces jeunes, une soixantaine, pendant une heure et demie pour échanger avec eux sur le sujet de la voiture, et voilà d'où sont tirés mes résultats. Quoi qu'il en soit, en tout cas les sociologues français métropolitains définissent
la jeunesse globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme une période quand même d'indépendance, hein, en tout cas de quête d'indépendance, plutôt que d'indépendance d'ailleurs, de quête d'indépendance, quête d'autonomie, ça peut être de l'expérimentation. Je vous dis ça parce que ça aura une influence sur les résultats que vous allez entendre tout à l'heure. Alors, déjà, il faut savoir que ce que j'ai remarqué dans le cadre de ma recherche, hein, précisément dans le cadre de ma recherche, c'est que la voiture s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global, qui est, dans le contexte dans lequel j'ai effectué ma recherche, celui de l'accélération sociale. L'accélération sociale, qui est un concept, en fait, qui a été apporté par un sociologue allemand, Hartmut Rosa, un concept qui est pas si compliqué à comprendre. Hartmut Rosa nous dit, très globalement, hein, pour schématiser, je vais pas vous... Et très globalement, que ce qui se passe, c'est qu'on essaie aujourd'hui de caser de plus en plus d'actions par unité de temps. Voilà, pour être très global. Donc toujours plus d'actions par unité de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, on va préparer à manger, puis en même temps, on va téléphoner à notre sœur, en même temps, on va, je ne sais pas quoi faire. Voilà, on essaie de caser toujours plus de choses, on juxtapose un petit peu pour... Et ce qui est intéressant, la première chose que j'ai remarquée, partait de ce constat-là, puisque Justin, 20 ans, Mirpex, donc sud-ouest, Mirpex c'est au sud-ouest, il me dit, on te demande toujours quelque chose, il y a des amis qui te passent un coup de fil pour aller les chercher chez eux, on essaie de tout mettre dans une journée, et on rattrape ça sur la route. C'était un verbatim c'est un extrait d'entretien, un verbatim très très fort, parce qu'on rattrape ça sur la route. Hein. Comme si le temps devait être employé. Le temps, effectivement, devient aujourd'hui un produit à optimiser. Et effectivement, la voiture peut permettre, dans certains cas, pas tous évidemment, hein, peut permettre eh bien, de s'adapter à un contexte qui peut paraître subi. Un contexte d'accélération, donc qui dépasse. La voiture apparaît comme une stratégie, on peut s'en servir hein, pour eh bien, employer son temps pour qu'elle devienne en fait, un matériel d'autonomie, au même titre que d'autres, à l'égard de nombreux sociologues français qui ont travaillé sur la question. Bon, évidemment, ça c'est le contexte global. Mais évidemment, le départ de ma recherche, comme je vous l'ai dit, c'était le risque. C'était le risque parce que, en tout cas, la voiture, dans le contexte de la France métropolitaine, inquiète quand même les instances de sécurité routière. Visiblement, en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi le cas, comme le disait Grégoire. Hein. Moi, je ne suis là que de passage, donc je ne peux pas vraiment dire, mais visiblement, ce que disait Grégoire, c'est que c'est le cas aussi. Donc, moi, en tout cas, j'ai essayé de déconstruire hein, l'objet, c'est ce qu'on fait en sociologie, de le déconstruire pour proposer des pistes de réflexion sur le sujet. Il y en a plein, évidemment, c'est un travail assez important, mais ce soir, j'ai décidé de vous en présenter 3 pour essayer de rentrer un petit peu dans le détail et vous partager un petit peu mes découvertes. Je parlerai du permis de conduire, au départ, qui est quand même quelque chose d'assez important, en tout cas dans ma recherche. Évidemment, je parlerai aussi de la transgression. La transgression, c'est quelque chose, généralement, qui intéresse les personnes à qui j'en parle. Et puis, je finirai par la personnalisation de sa voiture, qui est quelque chose d'assez important aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre tout d'abord par rapport au permis de conduire, c'est qu'en aucun cas, et pour l'immense majorité de mes interviewés, le permis n'initie le rapport à la voiture. Pour quelle raison? Mais parce qu'ils se sont déjà fait transporter, hein, dans la plupart des cas. Donc ils connaissent cet objet qu'est la voiture. Évidemment, ils ne savent pas conduire hein, au tout départ, hein, mais en tout cas, ils connaissent cet objet. Non seulement ils en ont fait l'expérience, mais en plus de ça, ils ont été confrontés à tout un ensemble d'œuvres culturelles, notamment
dans lequel eh bien, sont présentés tout un ensemble de conducteurs et conductrices. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en fait, la voiture. Parce qu'on passe le permis qu'on ne connaît pas l'automobile. Évidemment, d'autres encore, hein, certains, ont également passé la conduite accompagnée, donc on conduit avec les parents. Hein. Mais moi, ce n'était pas exactement mon échantillon, puisque j'ai décidé, pour des raisons méthodologiques, de m'intéresser exclusivement à celles et ceux qui avaient le permis de conduire, donc mon échantillon débutait à 18 ans. Ce qui est intéressant avec le permis de conduire, c'est que c'est un moment qui est quand même vécu très généralement, quand même, dans mes entretiens, comme un moment de grande intensité. Ce qui ressort, notamment, c'est le rapport au moniteur, évidemment. Le rapport au moniteur qui est, dans certains cas, gage de sécurité, hein, quelqu'un qui va rassurer le jeune, mais aussi qui peut générer une forme d'inconfort. Alors j'ai un petit peu creusé, et effectivement, je suis tombé sur un sociologue qui travaille sur le vécu des inégalités à l'école, et j'ai remarqué une logique intéressante, similaire, pour certains et certaines, dans le vécu du permis de conduire. Georges Felouzis, lui, il dit que finalement, le degré de sévérité peut jouer sur le vécu de l'expérience de l'apprentissage, lui-même éminemment subjectif, hein, puisque chaque vécu est subjectif. Le vécu dépend de la personne. En tout cas, ça peut jouer. Et effectivement, c'est aussi ce que j'ai remarqué pour ces jeunes qui sont en train de passer le permis. Autrement dit, en fonction de ce que le jeune perçoit du moniteur, eh bien, il se fait, pas tous, hein, évidemment, certains se font, une certaine image de l'expérience du passage du permis. En revanche, ce qui se passe pendant le permis ne conditionne que plutôt rarement, hein, quand même, très très minoritairement dans mes entretiens, le rapport global à la voiture. Le permis, c'est une épreuve, c'est un moment qui passe, qui est parfois bien vécu, parfois non, mais qui globalement, après, ne conditionne que, en tout cas, ce qu'ont dit les jeunes, hein, c'est toujours pareil, je n'ai pas été exactement, on ne peut pas jamais vraiment saisir tout à fait à 100% les représentations, mais en tout cas, ce qu'ils me disaient, c'est que non, c'est quelque chose qui passe. Oui, je l'ai mal vécu, mais c'est quelque chose qui passe. Et évidemment aussi, pour nuancer un petit peu mon propos, le formateur n'est pas le seul responsable du vécu du passage du permis, puisque, évidemment, le jeune, lui aussi, est responsable de la qualité de l'interaction avec le moniteur. Évidemment. Hein. Ne serait-ce que par son vécu, ne serait-ce que par ses émotions. Hein. Tout ne vient pas d'une seule personne dans une interaction. Ça, c'est un petit peu la base en sociologie. L'interaction, c'est deux personnes qui fait un résultat, hein, global. Mais, quoi qu'il en soit, le permis de conduire a ceci d'un petit peu particulier, qu'il est une des premières épreuves qui est comment dire, proposée par des institutions évaluatrices reconnues par l'ensemble de la population, ou du moins par l'État, en tout cas, hein, qui est assez reconnu. C'est intéressant parce que, à la différence de l'école, hein, puisque évidemment la jeunesse connaît l'école dans l'immense majorité des cas, et en tout cas dans tous mes entretiens, puisque le parent n'y a pas accès, contrairement à l'école, où effectivement le parent peut intervenir dans la relation avec le formateur. Ici, il se retrouve seul face à un représentant d'une institution qui va lui délivrer ou non un statut. Et ça peut générer, chez certains et certaines, pas tous évidemment, chez certains et certaines, c'est la cause d'une forme de pression, d'angoisse. C'est finalement, en France hexagonale,
l'un des derniers rites de passage aux caractéristiques traditionnelles, plus ou moins globales, en ce sens que le nouveau statut, celui de conducteur ou de conductrice, est reconnu par l'État, en fait, institution évaluatrice reconnue. C'est une des rares épreuves qui fonctionnent comme ça, puisque on sait, quand on lit un petit peu de sociologie de la jeunesse, que les passages, les moments de passage, ce qu'on appelle les moments de passage d'un statut à un autre, eh bien, sont aujourd'hui quand même, en France et au Canada également, puisque là je cite Denise Jeffrey, sont quand même beaucoup plus personnalisés, parfois intimes, ou du moins entre pairs, mais voilà. C'est assez rare d'avoir un passage, évidemment il en existe, mais le permis est quand même plutôt important en ce sens. Donc comme je vous le disais, avoir le permis, c'est, aux yeux des proches, et aux yeux des parents bien sûr, acquérir un nouveau statut. Un statut différent, qui n'est plus celui de jeune, qui n'est plus tout à fait celui de jeune. Évidemment, le jeune reste jeune, mais il devient aussi, il ajoute une caractéristique, celle de conducteur. Mais le problème, c'est que devenir conducteur, c'est pas vraiment devenir conducteur aux yeux de tout le monde. Je m'explique. Juste après le passage du permis, la jeunesse française est dans l'obligation légale d'apposer à l'arrière de son véhicule, et vous le savez, puisque vous le voyez très probablement tous les jours, ce qu'on appelle le A, un petit macaron, gros A rouge sur fond blanc, qui en fait est beaucoup plus symboliquement chargé qu'un simple autocollant, puisque c'est une marque visible, qui signifie, aux yeux des autres conducteurs et conductrices, de son inexpérience. Ce que me disait donc Mélissa, 25 ans, qui habite à Tarbes, évidemment tous les prénoms sont anonymisés, donc Mélissa, 25 ans, Tarbes, sud-ouest également de l'Hexagone, ils se disent elle a le A. Ce n'est pas grave si elle fait une erreur. Après, le souci, c'est qu'on est restreint au niveau de tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances de se faire arrêter. Impossible de boire, de fumer, de tout, quoi. Je ne dis pas que sans le A, on peut fumer, mais après, on peut être un peu plus lâche, entre guillemets. Parce qu'on se dit qu'on n'a plus le A, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'objet qui fait qu'on pourrait éventuellement plus se faire arrêter. Évidemment, fumer, là, dans ce contexte-là, ce n'est pas des cigarettes, vous l'aurez compris. Ce qui est intéressant dans ce verbatim, c'est qu'il montre chez cette jeune femme une forme de tension dans ce statut-là. D'un côté, les autres sont un tout petit peu plus indulgents, puisque, bon, nouveau conducteur. Et d'un autre côté, plus de risques. Donc, c'est très ambivalent comme statut. Et cette ambivalence de ce statut, on le retrouve chez nombre de jeunes, pour différentes raisons, évidemment, mais on retrouve quand même, oui, mais bon, on retrouve en fait le statut liminaire d'entre-deux de ce A qui en est un. Ce qui est très très fort, c'est que le A, étant donné qu'il met dans une forme de tension, eh bien, certains jeunes élaborent des stratégies, on aime bien les stratégies, sociologues, élaborent des stratégies pour éviter de se faire remarquer comme apprenti conducteur. Et la première des stratégies, vous savez sans doute ce que c'est, il l'enlève. Vous me voyez venir, et là est une première forme de transgression que je vais évoquer ce soir, mais évidemment, il en existe d'autres, des transgressions. Alors, concernant la question des transgressions, je me suis posé des questions. Parce que c'est compliqué à aborder comme question, la question des transgressions. Donc je me suis demandé, finalement, de quelle
référentiel on part? Bon, le référentiel le plus évident est celui qu'aborde l'immense majorité des jeunes que j'ai interrogés quand je leur pose la question des transgressions, c'est la loi. C'est-à-dire que nombre de jeunes que j'ai interrogés se positionnent vis-à-vis de la loi. Ils disent, ben oui, voilà, j'outrepasse la loi, ou non, j'outrepasse pas la loi, ainsi de suite. Hein. Ils sont assez rares, ceux qui n'outrepassent jamais la loi dans le cadre de mon échantillon. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans l'immense majorité des cas, ce qui se passe, c'est que les jeunes que j'ai interrogés justifient leur transgression. Alors, j'ai relu mes entretiens, et j'ai essayé de trouver des points communs dans ces justifications. Et l'une des figures qui est apparue, il en existe d'autres, hein, bien sûr, c'est la figure de l'autre. L'autre revient très très souvent. Donc Maxence, 25 ans, Strasbourg, me dit, par exemple, griller un feu rouge, ne pas mettre son clignotant, griller un stop, couper la priorité, tout de suite, ça devient dangereux dans le sens où ça met plus en danger les autres que moi. On a Elisa qui nous dit aussi, la voiture c'est dangereux, il ne faut pas non plus prendre ça à la légère et se dire que tu es en sécurité parce qu'en fait non, tu peux facilement tuer les gens ou les handicaper. On voit bien hein, chez Maxence que la transgression à la loi est acceptable à partir du moment où elle ne met pas en danger l'autre. Quand elle ne met en danger que soi, finalement la transgression pour ce jeune est plus acceptable. Ceci m'emmène à vous parler du sentiment de responsabilité en voiture. Effectivement, on a, pour lire un petit peu des médias, et surtout entendre non, les médias c'est autre chose, mais pour entendre des discours, hein, parce que quand je dis aux gens de quoi je parle, effectivement, ils donnent leur avis, et c'est très intéressant. Mais très souvent, j'entends dire, les jeunes, ils sont irresponsables parce que c'est la jeunesse. Eh bien, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Il y en a, évidemment, hein, qui ne se soucient pas des autres. Ça existe. Mais il y en a aussi qui réfléchissent tout à fait à cela. Et qui existent dans cette forme de tension. Hein. Autonomie, responsabilité, le fil rouge de mon intervention. C'est compliqué quand même, la voiture. Puisque on peut mettre en danger les autres. Quoi. Cette conscience de la mort de l'autre, la possibilité de porter atteinte à l'autre, existe pour nombre de jeunes que j'ai interrogés. L'autre, donc, est une figure importante. Il y en a une autre, évidemment, c'est le soi. Le soi, SOI. Le soi parce que ce qui est un peu compliqué, c'est que chacun et chacune dispose de sa propre norme. Hein? Chacun et chacune d'entre nous disposons de tout un ensemble d'avis sur des questions diverses, et on est d'accord avec certaines choses, moins d'accord avec d'autres. Le problème, c'est que dans le cadre de la route, eh bien, le code de la route force d'une certaine manière tout le monde à s'adapter à un comportement qui n'est pas toujours en accord avec sa propre norme. Autrement dit, d'une certaine manière, ce qui se passe parfois, hein, c'est que, au niveau du vécu, du ressenti, hein, pas de la légitimité du code de la route qui est absolument légitime, ça, je ne remets évidemment pas ça en cause, mais ce qui se passe pour certains jeunes, c'est qu'il y a une forme de contradiction entre ce que dit le code et ce que moi j'en pense. Ils ne comprennent pas. J'ai par exemple l'exemple de cette jeune qui me disait, ben moi, c'est pas compliqué, c'est limité à 30 km/h, c'est une route qu'elle m'a décrite qui était limitée à 30 km/h. Elle dit, je ne comprends pas, donc je vais à 50 km/h. Voilà, moi je ne comprends pas, je ne mets en danger personne, je ne comprends pas. Donc, hein, ce qui explique aussi, et au tout départ de mon exposé, là, le rapport à la transgression, c'est la subjectivité du rapport au risque, hein, qui dépend de chacun et chacune. On retrouve Mélissa, parce que encore une fois, elle propose une analyse extrêmement intéressante. Fumer, toujours pareil, hein, c'est pas des cigarettes. Tu restes quand même conscient.
Tu as moins de réflexes, j'entends, c'est vrai. Par contre, le LSD et l'ecstasy, je sais que quand j'en ai pris, j'étais complètement à côté de la plaque. Tu es trop. Ton cerveau, il ne comprend plus, tu ne peux pas être apte à conduire quand même pas. Ce qui est très très intéressant dans ce verbatim, c'est qu'on voit que cette jeune femme, Mélissa, élabore une hiérarchie du risque. Et il est là, l'invariant, sociologique, anthropologique, ce que vous voulez. Il est là, l'invariant. C'est-à-dire que toutes et tous, ici, présents, et les jeunes, c'est pareil, hein, eh bien on élabore, tous les jours, une hiérarchie du risque en fonction de ce que l'on fait. Et les jeunes, c'est ce qu'ils font. Ils disent, ben voilà, ça c'est moins grave que ça. Donc je le fais. Même si c'est illégal. Je le fais quand même parce que c'est moins grave, quoi. C'est pas très grave. Des choses qu'ils ne font pas. En tout cas, il y a des choses qu'ils estiment trop graves, trop risquées. Donc, si je résume, transgresser la loi, ce n'est pas forcément transgresser ses propres règles. Hein? Elle est là toute l'ambivalence de la transgression. C'est pour ça que je vous parlais de ce... Le terme est important. Et ce qui se passe dans la justification des jeunes, puisque je vous ai dit que très généralement ils se justifiaient, ou je leur demandais pourquoi. Voilà. Ils me disaient, ils précisent en fait le cadre normatif. C'est-à-dire dans quelle norme ils se situent eux. On le voit à nouveau dans ce verbatim-là. Il dit voilà, fumer, tu restes quand même conscient. Ça va. Voilà ce que me dit cette jeune femme. Le problème qui s'est posé à moi à ce niveau de la démonstration, c'est que je me suis dit, mais d'accord, bon, certains élaborent une forme de hiérarchie du risque, mais ce qui se passe, c'est que parfois, ils transgressent leurs propres règles. Autrement dit, pour cette jeune femme, par exemple, le jour où elle prend une drogue comme le LSD ou l'ecstasy en voiture, elle aurait transgressé ses propres règles. Et ça arrive. Et ça arrive. Et c'est justement à partir du moment où ces jeunes-là transgressent leurs propres règles, outrepassent une espèce de hiérarchie qu'ils ont élaborée du risque, que la conduite devient à risque. Elle est là, la conduite à risque, en fait. Autrement dit, la conduite à risque, elle n'est pas nécessairement dans la transgression à la loi. Alors évidemment, étant donné que je suis sociologue et que je suis très curieux, je me suis demandé, mais pourquoi ? Pourquoi ces jeunes transgressent parfois leurs propres règles ? Hein ? Eh bien, pour plusieurs raisons, évidemment. Notamment Lisa, 22 ans, à Strasbourg, qui me dit « Quand on est jeune sur la route, il y a un code de la route à respecter. Et ça peut être plus difficile quand on est jeune. On veut aller au-delà des limites. C'est très très fort, ça. Au début, quand j'ai eu mon permis, je roulais tellement vite parce que j'adorais ça. C'était un peu le goût du risque. Le fait de rouler vite, c'est trop cool, j'aime trop la vitesse. Je kiffe, je ne sais pas pourquoi. Ça fait quand même ressentir des sensations dans le ventre. L'adrénaline que tu sens à l'intérieur de toi, j'aime trop. Parce que d'un côté, tu es tiraillé, tu as trop peur, mais d'un autre côté, c'est cool. Bon, je ne pouvais pas passer à côté de ce verbatim. Au regard de mon directeur, des travaux de mon directeur de thèse, puisqu'on est face, ici, et dans le cadre de ce verbatim, à ce que David Le Breton appelle les comportements ordaliques. L'ordalie. L'ordalie, c'est une réactualisation anthropologique d'un comportement qui consistait, à l'époque médiévale surtout, à se mettre en défaut, en fait, plus ou moins, et à convoquer des divinités pour voir si on mérite de vivre ou non. Et ce qui se passe pour de nombreux jeunes, et au-delà de la voiture, c'est que, effectivement, quand ils parlent, on se rend compte qu'ils se mettent en défaut pour prouver un petit peu leur mérite de vivre. Alors là, c'est pas ce que dit cette jeune femme, hein.
évidemment. Je vous apporte simplement les précisions de David Le Breton. Mais quand même, on voit ici cette tension. Hein. D'un côté, tu es tiraillé, tu as peur, mais d'un côté, c'est cool. Enfin, voilà, cette espèce de limite sur le fil du rasoir, toujours pour voilà, un jeu d'équilibriste pour se trouver, hein, tout simplement, et pour dire, ben voilà, je l'ai fait. Donc le comportement ordalique est l'une des raisons pour lesquelles la conduite est à risque. Mais ce n'est pas le seul. Pas le seul. On voit ici que cette jeune femme convoque aussi le fait d'appartenir à une catégorie dont d'ailleurs elle-même, enfin en tout cas c'est pas elle qui a créé cette catégorie, qui lui est imposée, hein, qui est elle aussi une injonction d'une certaine manière. Voilà, elle appartient à la jeunesse, et la jeunesse c'est la période d'expérimentation, période de ce qu'on veut. Donc voilà, elle justifie son comportement comme ça. J'ai choisi quand même spécifiquement ce verbatim, et on pourra en discuter après si ça vous intéresse. J'ai choisi ce verbatim-là parce que je tenais quand même à préciser que le comportement à risque au volant ne concerne pas uniquement les garçons. Hein, voilà. On pourra en discuter un petit peu tout à l'heure, je ne vais pas développer, sinon je vais faire trop long. Alors, une autre logique intéressante qui est sortie de mes études sur toujours la transgression de ses propres limites, hein, la conduite à risque. Verbatim très très fort de Marie, 24 ans, Pau au sud-ouest aussi, de la France métropolitaine, qui me dit « Chaque fois qu'on passait par là, c'était sur la route pour rentrer chez lui, donc c'est un ami avec lequel elle était dans la voiture, j'avais de la visibilité pour voir si quelqu'un arrivait, et on avait une musique qu'on écoutait, qu'on aimait trop. Et je le prenais à fond, le virage. Et ça nous faisait comme dans des manèges, en haut le cœur. J'avais été trop contente parce que ma copine m'avait dit à la fin du voyage, « Putain Marie, maintenant, je sais que tu es une bonne conductrice. » C'est très très fort. Parce que ce soit là ou dans d'autres petites routes, je pense que j'allais un peu vite. Vous voyez ici, hein, je pense que j'allais un peu vite, la transgression à ses propres limites. Hein, on revient là-dessus. Et que du coup, ça a impressionné un peu. Mais ça, c'est l'exemple que j'ai pu avoir avec des potes. Je pense que des fois, j'ai une conduite un peu plus vénère, énervée, pas pour me la péter, enfin si en fait, pour montrer que je sais conduire. Très très fort. C'est très très fort parce qu'on voit une logique que j'ai retrouvée, hein, c'est pas la seule personne à m'avoir proposé un discours dans lequel il y a cette logique. Une logique dans laquelle finalement se retrouve sur la route, généralement avec un passager, père, payeur, ça peut être aussi avec le parent dans certaines fois, et dans laquelle finalement le jeune décide d'une mise en danger, mais surtout une mise en danger provoquée pour l'autre, mise en défaut de l'autre en fait, mise en défaut provisoire de l'autre pour prouver que l'on sait conduire. Et là on se rend compte seulement ici, à ce stade de la démonstration, que c'est tardif quand même, qu'on a un nouveau statut qui apparaît, celui de bon conducteur. C'est pas du tout celui de conducteur, celui-ci. Pas du tout. C'est autre chose. Et finalement, cette caractéristique de bon peut expliquer, et cette quête peut-être de le chercher, peut expliquer certains comportements dits à risque. On a parlé de ces passagers, hein, je vous ai dit très souvent des passagers, etc. On a aussi évidemment cette logique qui existe avec les autres conducteurs et conductrices. C'est ce que j'ai remarqué dans le cadre de ma recherche. La forme, qui d'ailleurs s'exprime sous forme de défi, généralement, défi sur la route. La forme la plus explicite du défi, vous la connaissez, hein, évidemment, c'est la course automobile. La course automobile, c'est quelque chose qui est pratiqué aussi par les jeunes générations et par les jeunes générations que j'ai rencontrées. Alors, ce que j'appelle course automobile, ce n'est pas nécessairement les courses officielles, organisées, même illégales, hein, je veux dire. C'est tous ces petits moments dans lesquels les jeunes que j'ai rencontrés disent faire la course. C'est des petits moments qui existent comme ça, pas nécessairement organisés, c'est pas nécessairement de... Voilà. Ça se passe parfois avec quelqu'un que l'on croise, ou bien un ami avec lequel on part. Hein. Et
justement, alors je sais plus, voilà, Clément, 22 ans, Meillon, donc Meillon c'est dans le sud-ouest. Avec mon pote, il m'avait dit que sa bagnole elle allait hyper vite. Et dans la côte à double fil, on a fait une course. J'étais à 130 au lieu de 90 km/h, je l'ai doublé, après j'ai freiné. Une explication supplémentaire de la transgression à la loi dans un premier temps. Et puis, voilà, un comportement qui existe, qui sert à démontrer aussi sa maîtrise de la route aux yeux des autres, hein, qui sert à démontrer qu'on en a, hein, qu'on peut se mettre en défaut. Dans ces moments-là, très généralement, je ne vais pas vous mettre tous les verbatims, hein, parce que sinon ça va durer, mais c'est une espèce de pacte hein, qui lie les deux intervenants, dans lequel la victoire assure hein, un statut de bon conducteur. Par contre, la défaite, eh bien, parfois, peut faire perdre la face à l'autre, et on le sait, hein, dans les interactions sociales, perdre la face, c'est ce qu'on cherche justement à éviter, comme le souligne le sociologue Erving Goffman. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, il n'y a pas de perte de face, mais ça peut arriver. La course automobile, c'est quelque chose qui est socialisé quand même hein, dès l'enfance. Je tenais à vous en parler. Effectivement, déjà, pour ne donner qu'un exemple, on a le film Cars, hein. Cars que vous connaissez probablement, film d'animation, qui met en scène des voitures, qui sont par ailleurs anthropomorphisées, hein, qui ont les roues, c'est des mains, plus ou moins, elles ont des bouches, des yeux, etc. Tombent amoureuses aussi, les voitures. Et dans lequel, disons, le protagoniste principal, le héros, est un champion de course de vitesse. Voilà. Donc on voit déjà dès l'enfance, on a quand même cette valorisation de la vitesse au volant, voilà, d'une certaine vitesse au volant, mais quand même. Et puis évidemment, avec l'âge, c'est quelque chose qui continue. Des références qui sont revenues très très souvent, c'est Fast and Furious. Fast and Furious que vous connaissez probablement, un film aussi qui met en scène des personnes qui s'adonnent à la vitesse aux courses. Et puis, dans le jeu vidéo aussi, c'est quelque chose qui est ressorti, le jeu vidéo avec une référence incontournable, GTA, hein, Grand Theft Auto, qui est un jeu qui ne traite pas exclusivement de la conduite automobile, mais dans laquelle elle dispose d'une place extrêmement importante et dans lequel l'un des protagonistes principaux dispose d'une caractéristique lui permettant de ralentir le temps pour mieux conduire. Pour mieux, c'est un jugement de valeur, mais vous m'aurez compris. Donc, pour conclure sur la transgression, on se rend compte que finalement, il y a deux dimensions hein, qui apparaissent. On a quelque chose qui va servir la présentation de soi aux autres. Hein. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui va prouver son mérite de vivre dans les logiques ordaliques. Il y a donc plusieurs dimensions à la transgression, et ça c'est important de le comprendre, il y a la transgression à la loi et la transgression à ses propres règles. Hein. Et comprendre la transgression, à mon avis, hein, c'est ce que j'essaie de dire en général, c'est d'abord comprendre qu'elle dépasse en fait la dérogation à la loi, hein, pour les jeunes que j'ai interrogés, encore une fois. On a pas mal traité là de la conduite automobile, hein, comportement au volant, hein, la course, etc. Et j'aimerais aborder un autre point, là, mon dernier point, ce sera mon dernier point, sur le rapport à la voiture. Hein, parce que, de toute évidence, le rapport à la voiture, le rapport à l'automobile, au monde de l'automobile, un vaste monde des jeunes, eh bien, dépasse complètement le rapport à la conduite, en fait. Et on se rend compte que, dès le passage du permis, le moniteur eh bien, instigue certaines habitudes qui sont les premières étapes d'une forme de personnalisation de la voiture, avec le réglage des rétroviseurs, par exemple. Personnalise sa voiture. Bon. C'est par ailleurs la seule forme de personnalisation qui est obligatoire. Le reste est accessoire. On a donc, évidemment, ces jeunes que j'ai interrogés qui possèdent leur voiture, et d'autres qui ne possèdent pas leur voiture. Donc,
il existe différentes stratégies, encore une fois, que je vais vous présenter pour personnaliser sa voiture. Alors, il existe évidemment plusieurs manières de customiser sa voiture. La plus diffusée, disons, peut-être la plus médiatisée, c'est le tuning. Le tuning qui, en France métropolitaine, a une place relativement importante. Ça s'est un petit peu apaisé depuis la dernière décennie, mais tout de même, hein, on a un tuning. Je vous ai mis la photo de cette photo-là parce que, effectivement, bon, je vous passe un petit peu les détails, mais dans ce que certains jeunes m'ont dit, surtout des jeunes hommes, on est sur une valorisation de l'agressivité, en fait, aujourd'hui, dans l'esthétique que l'on recherche d'une voiture. À l'inverse, par exemple, des années 70, que vous connaissez probablement, dans lesquels vous imaginez les vannes, les combis Volkswagen avec leur ventre bedonnant, etc. C'est pas tout à fait agressif. Comme, là, on est quand même quelque chose. Donc il y a un changement un petit peu de valeur. Mais bon, c'était simplement pour vous montrer cette image-là. Bon, le tuning, on a compris, mais il existe des formes de modification, des formes de personnalisation beaucoup plus discrètes. Encore une fois, un jugement de valeur, mais on s'entendra. Tiphaine, qui habite à Strasbourg, me dit « Pour la petite anecdote, j'ai mis un autocollant de Bretagne quand je suis parti de Bretagne. » C'était pour la petite anecdote parce que j'avais envie de ramener un truc de Bretagne. Parce que j'ai fait mes études à Rennes pendant 3 ans et puis j'ai des origines bretonnes. Ce qui se passe pour cette jeune femme, c'est qu'elle décide volontairement de s'approprier, évidemment, son automobile en mettant un autocollant. Hein. C'est quelque chose de quand même un tout petit peu plus réversible et de moins coûteux, surtout, que le tuning. Mais surtout, elle le signifie aux autres, en fait, sur la route. C'est-à-dire que mettre un autocollant, modifier sa voiture, modifier l'apparence de sa voiture, c'est aussi modifier l'image de soi dans un contexte interactionnel qui est celui de la route. C'est montrer aux autres que je viens de Bretagne. Voilà. Ou que j'y suis allé. Ou que j'aime ça. Que je m'identifie à cela. Alors, ça, c'est bon, ça existe un petit peu, on en voit régulièrement hein, des autocollants, en tout cas en France hexagonale, sur les voitures. Mais il existe des modifications qui sont accessibles aussi à celles et ceux qui ne possèdent pas leur automobile. Ce sont des modifications, ça. Ce sont des modifications qui sont réversibles, en fait. L'une d'elles, que je vous présente très rapidement, c'est le rapport à l'hygiène, que j'ai trouvé de nombreuses fois dans mes entretiens. Le rapport à l'hygiène est très particulier dans une voiture. Alors, il y en a certains et certaines qui l'astiquent, la voiture, évidemment, qui l'astiquent, parce que, bon, bah, il veut l'avoir propre, il a envie de se présenter comme ceci. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne l'astiquent pas. Hein, il y a d'autres personnes qui ne l'astiquent pas, qui laissent traîner des objets, qui laissent distiller, hein, c'est leur mot, de la crasse, ce genre de choses. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ils ne m'ont pas dit parce que j'ai pas envie de... Enfin, je pense surtout à un jeune en particulier, qui était très intéressant sur le sujet. Il ne m'a pas dit, ben, c'est parce que je m'en fiche. Il m'a dit, c'est parce que ça reflète mon côté rock'n'roll. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est un choix, en fait. C'est un choix. C'est un choix. Ce jeune-là décide volontairement de laisser traîner, je me rappelle en plus il me parlait de ses CD de métal, etc., qui laissaient traîner dans la voiture exprès pour qu'on voit. Vous voyez, logique. Une autre jeune femme qui me dit, moi, j'aspire pas ma voiture parce qu'il y a du sable dedans, et comme ça on voit que je suis parti à la plage. Vous voyez? Donc c'est pas quelque chose de si marginal, hein. Ça arrive. Un autre jeune me disait, justement, lui, avoir beaucoup de mal à laisser les choses traîner parce que c'est, en fait, la voiture était la seule chose visible, le seul lieu visible, un de ces seuls lieux visibles par ses parents, quand il rentrait. Donc pour lui, il était important de la garder propre, exclusivement pour donner une image particulière à ses parents. Donc on voit quand même cette... Il y a quand même voilà, une forme de tension
mais un rapport à l'hygiène qui est quand même réfléchi, même si on a l'impression qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors, de manière générale, l'ennemi de l'automobiliste, c'est la panne. C'est la panne. Alors, en termes de personnalisation, toujours pour rester sur la personnalisation, eh bien, certains et certaines décident d'innover pour éviter justement des désagréments. Notamment Sarah, qui me dit que pour moi c'est un honneur de la rouler, je la roule, je lui fais honneur, je la considère limite comme un être humain, je lui fais faire des tours, dès qu'elle ne démarre pas, je suis là, réveille-toi, c'est cool, je la considère comme mon amie. Marie, toujours, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, qui habite à Pau, en fait pour moi c'est presque une personne, je lui parle un peu. Mais alors, tu es où, Twinget? Bon, c'est une Twingo, Renault Twingo. Ou alors, quand elle ne monte pas trop, je lui dis, en montée par exemple, je suis là. Alors, Twinget. Des trucs comme ça, je l'appelle Twinget, un peu comme une personne. Bon, c'est intéressant parce qu'on retrouve ici des logiques animistes, c'est-à-dire attacher des caractéristiques humaines à des objets. Ici, une forme de personnalisation donc animiste. Logique sociale tout à fait intéressante, puisqu'elle repose exclusivement sur l'efficacité symbolique. Hein, voilà. Je la soigne, je crois, c'est une croyance en fait. Hein. Je lui parle, j'essaie de pas trop, voilà, j'essaie de la rouler, c'est un honneur de la rouler. Hein. On a cette logique-là aussi dans la personnalisation, hein, qui est une logique aussi très discrète d'une certaine manière, puisqu'aux yeux des autres, en fait, il n'y a pas de réel changement, si ce n'est quand on parle de sa voiture, hein, donc quand on ne conduit pas. Donc il existe cela aussi dans la personnalisation. Alors, le problème avec la personnalisation, et là je vais avoir un souci, mais je suis obligé de vous en parler quand même, c'est qu'il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire trop parce que, je vais enlever ça. Si on en fait trop, en tout cas en France hexagonale et pour les jeunes que j'ai interrogés, et ça ils sont très très nombreux à m'en parler, eh bien on passe pour ce qu'ils appellent un kéké. Je ne sais pas si ici en Nouvelle-Calédonie on parle aussi de kéké. En tout cas, à l'Hexagone on parle de kéké. Mathias, à Bordeaux, me dit, je ne suis pas un kéké, tu vois. Je n'ai pas décoré ma voiture, non. Vous voyez? Je ne l'ai pas tuné. J'ai pris cet exemple exprès. Hein. Le kéké, c'est donc le diminutif du prénom Kevin. Le kéké est une figure extrêmement importante, au moins autant que l'autre, dans mes entretiens. Quelque chose qui revient très très souvent. Le kéké, c'est celui qui en fait trop. Il en fait trop. Bon. Il n'y a pas de caractéristiques spécifiques hein, pour devenir un kéké. Mais c'est celui qui en fait trop. Autrement dit, le kéké peut ne plus l'être dans la seconde qui suit. Hein. C'est une attitude. C'est pas que, c'est pas un statut irréversible, hein, celui de kéké. Mais c'est important, il faut faire attention. Sarah, Strasbourg, me dit, j'aime bien l'allure de la voiture. Et puis le bruit, j'aime bien les Ferrari. Je suis catégorisé, je m'en fous, je suis une kéké. Et j'assume à 100%, j'adore ça. Dans la rue, il y a beaucoup de personnes. Quand il y a une Ferrari qui passe, qui s'en foutent, moi je suis là, on regarde une Porsche. Bon, voilà, pas pourquoi. Et ça fait kéké. Ce qui est intéressant ici, encore une fois, et j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je vous ai proposé ce verbatim-là, c'est qu'on a affaire à une femme. On dit le kéké. Le kéké est une figure inclusive. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est le diminutif du prénom Kevin, initialement, évidemment, sa symbolique est bien supérieure à simplement le diminutif d'un prénom. Eh bien, c'est quelque chose qui est aussi accessible aux jeunes femmes. Même si, ça je vais passer, même si, très généralement quand même, il est associé à une forme de virilité. Ici, vous le voyez, une forme de séduction ratée. Hein. C'est quelque chose que j'ai récupéré sur les réseaux sociaux
à l'époque de ma thèse, hein, je l'avais pris en photo parce que c'était un groupe spécifique aux Strasbourgeois, Strasbourgeoises, j'habitais là-bas, et puis je tombe sur ça. Alors, bon, le kéké qui veut impressionner la jante féminine en roulant comme un fou avec sa BMW. Voici ta plaque que tu as perdue sous nos yeux suite à ton accélération, elle est refrise si tu la cherches. Encore un kéké qui vient se payer une voiture et qui est obligé d'exploser sa virilité fraîchement obtenue. Voilà, pour moi, ça, je ne pouvais pas ne pas le mettre, quoi. Voilà. Donc évidemment, tentative de séduction globalement ratée par le biais d'une par le biais de la vitesse ici. Hein. Effectivement, la vitesse revient très très souvent aussi dans la définition du kéké quand je leur demandais mais c'est quoi exactement? Parce que quelqu'un qui roule à fond, etc. Donc la vitesse, quand elle est excessive, encore une fois, elle est là l'explication du kéké. Quand elle est excessive, aux yeux des autres, sur le moment, peut changer aussi, hein, eh bien, il faut faire attention. Alors, par ailleurs, le kéké n'est pas nécessairement un mauvais conducteur. Hein. Ce n'est pas ce qui est dit. Simplement, c'est celui qui en fait trop. C'est celui qui a... c'est une forme de némésis, en fait. Que nombre de jeunes que j'ai interrogés, sauf la seule que je vous ai présentée qui dit parfois, moi, je suis une kéké, c'est une forme de némésis qu'on ne veut pas trop être, quoi. Voilà, généralement. C'est ce par rapport à quoi on se construit. C'est une figure indispensable, en fait. On se construit, en tout cas les jeunes, nombre de jeunes que j'ai interrogés me disent, ben, moi je ne suis pas un kéké par exemple. Toi tu te considères comment comme conducteur? Je ne suis pas un kéké. Hein, ça permet une forme de construction hein, de soi. Donc intéressant, d'autant que ça montre bien que eh bien, la voiture c'est aussi un enjeu de reconnaissance pour les jeunes générations. Très souvent, pas tous, évidemment, encore une fois, hein, mais ça peut être un enjeu de reconnaissance. Et donc, sociologiquement, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Évidemment, je passe un peu parce que je ne veux pas faire trop long, mais simplement ce que je voulais vous dire, c'est que, comme je vous l'ai montré, j'espère, dans le cadre de ma recherche, l'autonomie est quand même au centre hein, de l'expérience des jeunes que j'ai interrogés. Le mot liberté revient très très souvent, autonomie dans la mobilité, mais aussi autonomie dans le choix de son image, ce que l'on veut montrer de soi, par le biais de la personnalisation par exemple, ou par le biais de conduite à risque pour impressionner ses pairs. Hein. Donc autonomie qui dépasse en fait largement le rapport au déplacement, c'est ce que je voulais un petit peu vous proposer ce soir. Mais d'un autre côté, avec le risque évidemment de perdre la vie, d'avoir un accident, de blesser quelqu'un d'autre, mais aussi le risque, et on l'a vu avec le kéké pour conclure, mais aussi dans des situations de course automobile par exemple, avec un risque très très fort, c'est celui de perdre la face, ce qui est pas toujours évident pour certains et certaines, en tout cas, que j'ai rencontrés. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je peux tout à fait répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci Maxime. Je vais me permettre de dire quelques mots, parce que mon collègue est sociologue, moi psychologue, du coup quand je l'écoute, mon oreille n'est pas toujours la même si on a forcément des champs communs. Et je ne sais pas si ça faisait le cas pour les auditeurs, mais en écoutant, on réinterroge aussi notre posture de jeune. Alors, je ne dis pas que je suis vieux, mais ça fait quelques années que j'ai le permis quand même. Et du coup, ça me réinterrogeait sur ma manière aussi dont j'avais utilisé finalement le permis de conduire. Que certains ont, finalement, c'est le seul diplôme qu'ils auront dans leur vie, pour certains d'entre nous en tout cas. Ça interroge sur notre rapport à risque, effectivement, autour de l'adolescence, jeune adulte, hein, et les comportements qu'on a pu avoir. Et du coup, une variable que j'avais peut-être pas, mesurée, hein, et que tu as un petit peu esquivé, donc du coup, je reviens dessus. J'aimerais t'entendre dire quelques mots quand même sur le rapport des genres, garçon-fille ou homme-femme, en fonction.
qu'est-ce que tu as repéré de similaire ou de différent? Qu'est-ce qui les rejoint ou pas? Et comment on peut agir sur cette jeunesse qui est forcément plus vulnérable en ayant moins de maturité pour prévenir finalement les comportements à risque routiers? Alors, merci pour tes questions. Alors effectivement, je m'y attendais, hein. C'est aussi pour ça que j'ai tendu la perche, parce que je trouve que c'est une question extrêmement intéressante, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi j'ai évidemment lu sur le sujet, puisque bon, ben, j'avais pas le choix, hein, il fallait que je regarde. Et ce que je trouvais sur le genre au volant, je trouvais ça un petit peu daté, ou alors c'était des choses, pas mal de choses historiques, des chiffres, beaucoup. Alors effectivement, les chiffres sont incontestables, hein, de toute évidence. Par exemple, euh, les hommes prennent plus de risques que les femmes au volant. Mais moi, j'étais dans une autre stratégie, c'est une stratégie qualitative. Et finalement, quand je me suis retrouvé face à ces jeunes, donc évidemment, ce sont des jeunes très précis, c'est les jeunes que j'ai interrogés. Ce n'est pas le cas pour tous, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que je m'attendais, en fait, je m'attendais pas à voir autant de jeunes femmes qui prenaient des risques. Parce que ça rentrait en contradiction, en fait, prenaient des risques en fonction de la définition que je viens de vous donner, hein. Parce que ça rentrait un peu en contradiction avec tous les chiffres que j'avais lus, etc. Bon, il y a beaucoup de nuances, hein, dans les chiffres aussi, bien sûr. Mais quand même, ça m'a étonné. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet, et je me suis rendu compte que ce qui se passait pour certaines, pas toutes évidemment, il y en a qui ne veulent pas conduire parce que c'est à l'homme de conduire, hein, ça existe aussi, de toute évidence, l'autre extrême existe. Mais pour certaines, c'est aussi une manière de s'affirmer, quoi. De s'affirmer. Alors, je n'irai pas dire jusqu'à prendre une revanche, parce que c'est pas ce qu'elles ont dit, mais en tout cas de s'affirmer, en tant que femme aussi, et de femme qui prend des risques. Parce qu'une femme peut prendre des risques aussi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... hein. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que c'est une manière de... Alors, en prenant des logiques, en tout cas en prenant des détours, parfois, des détours, puisque certaines me disaient, par exemple, en tout cas, faisaient reposer leur argumentation sur l'imaginaire viril de l'automobile. C'est-à-dire dire, mais par exemple, cette jeune femme qui me dit, ça fait kéké, gna gna gna, voilà. Donc, effectivement, on peut faire un détour par la virilité pour s'affirmer, mais ça reste des femmes. Donc, effectivement, une forme de tension. Une forme de tension avec des comportements et des termes euh, que nombre de jeunes emploient, qui sont aussi des termes inclusifs, comme le terme de puissance, par exemple. Le terme de puissance a été très très souvent employé par les jeunes que j'ai interrogés, et quand on s'intéresse un petit peu à l'étymologie sociologique de la puissance, on se rend compte que c'est ni phallique, enfin ça peut l'être peut-être, ça tu nous diras, mais c'est ni strictement érotisant, hein, en tout cas quand les jeunes m'en parlent, c'est pas le cas, c'est pas quelque chose qui repose sur un imaginaire genré, en tout cas quand ils m'en parlent, non, c'est quelque chose d'inclusif, c'est quelque chose d'accessible, qu'on soit un homme, une femme ou autre. Et donc ça c'est intéressant, une sorte voilà, de lissage, même dans le discours, quoi. Même voilà, une sorte de lissage, et même pour nombre de jeunes hommes que j'ai interrogés, une forme de, voilà, de prise de distance et de tentative de se raisonner devant moi. C'est-à-dire dire, oui, bon, moi je conduis quand je vais en vacances, le comportement. Oui, moi je conduis parce que, bon, copine, bon, voilà, hein. Mais par contre, non, je ne veux surtout pas passer pour un macho, elle conduit aussi bien que moi. Vous voyez? Espèce de tension également. Donc une tension, mais voilà, certains comportements inclusifs quand même, au niveau du genre, hein. C'est juste une nuance vis-à-vis de ce qu'on pourrait penser. Au niveau de la prévention, c'était ça ta deuxième question? La prévention, alors, ben, dans le cadre de ma recherche, en fait, le livre qui a été tiré enfin, de notre recherche qu'on a fait avec David Le Breton, Jocelyn Lachance et Mara Siraginez, eh bien, si vous voulez, ce qui est ressorti et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, enfin, nombre de jeunes, et c'est ce qu'on a livré aussi, demandaient simplement ce qu'on valorise les bons comportements, au lieu de systématiquement dévaloriser les mauvais. Vous voyez?
Eh bien, quelques mois après, est sortie une campagne de prévention, financée aussi par la Fondation Vinci Autoroute, qui mettait justement en scène des bons comportements, hein, puisque je me rappelle de cette jeune qui me dit on en a marre de passer pour les super méchants, ce serait bien un petit peu de passer pour les super héros. Donc ça peut fonctionner aussi un changement de... en tout cas, enfin, ça peut fonctionner justement, il faudra le tester dans l'avenir, hein, puisque sortie cette campagne, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, une piste qui a été soulevée par les jeunes, hein, évidemment, euh, c'est celle voilà, de ne pas les considérer comme strictement, encore une fois, irresponsables. Même que certains le soient, évidemment, de toute évidence. Merci Maxime, ça va permettre peut-être de laisser la parole aux auditeurs, à ceux qui souhaitent poser des questions ouvertes. On a plusieurs minutes parmi nous pour pouvoir échanger là-dessus. Profiter de ta présence en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, je trouvais très intéressant le fait de plutôt dégager une image positive des jeunes conducteurs ou des conducteurs jeunes. Alors, je nuance, hein, parce que c'est justement pas du tout mon travail de sociologue. C'est pas de défendre la jeunesse, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est simplement d'essayer d'interpréter en fait les comportements. Et donc voilà, juste apporter de la nuance, ça me suffit. Mais par contre, non, en aucun cas, je veux faire de jugement de valeur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais revenu sur la question des genres hein, soulevée, puisque les chiffres, effectivement, les chiffres, vous les connaissez, en métro, pas en France, plus de 80% des accidents de la route mortels sont dus à des conducteurs hommes. Donc là, il n'y a pas photo, en fait, en termes de responsabilité. Est-ce que ce qui ressort de vos travaux, cela veut dire qu'il y a une évolution des comportements, notamment des jeunes femmes qui adopteraient des comportements plus proches de ceux de leurs homologues masculins? Ou est-ce qu'il y a peut-être une manière pour les femmes de peut-être plus dire ce qu'elles pensent, mais finalement sur la route, ne pas le traduire, pas traduire ces comportements-là sur la route, et au contraire aux hommes de minimiser leur rapport à la voiture, qui est très souvent viril, hein, c'est ce qui est dit sur les conséquences de la masculinité toxique sur la route, et qui se traduit par des chiffres. Voilà, est-ce que c'est une tendance qui évolue, ou est-ce que c'est un discours qui est un peu biaisé entre ce qui vous est dit et ce qui se produit effectivement sur les routes françaises? Merci beaucoup pour votre question. Il y a beaucoup de choses dans votre propos. Euh, alors, le problème, c'est que sur la question de l'évolution, c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas historien, donc je ne pourrais pas, en fait, vous. Parce que moi, si vous voulez, j'ai pris une photographie à un moment T. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu, et ce que je lisais, et qui était déjà une interprétation contextualisée de ce qu'on se faisait comme image de la voiture, traduisait effectivement une forme de binarité. Ce que j'ai nuancé dans mon travail. En fait. Ce que j'ai nuancé dans mon travail. Après, au niveau du décalage, mais là c'est une question beaucoup plus épistémologique que moi je trouve très très intéressante, c'est de savoir si finalement, est-ce que ce que les jeunes me disent, moi en tant que sociologue, c'est ce qu'ils font. J'ai envie de vous répondre, on essaie de tendre vers, mais on n'est pas sûr, quoi. On n'est pas sûr. Alors on a énormément de techniques, c'est pour ça que voilà, on a énormément de techniques d'entretien, quand même assez poussées, assez précises, pour justement ne pas influencer les réponses, mais et essayer de gratter, quoi. Essayer de gratter des choses. Donc au bout d'un moment, bon, il y a différentes phases dans l'entretien. Il y a des phases voilà, de confidence. Au départ, c'est un peu compliqué. Puis après, bon, il y a une prise de confiance, etc. Et généralement, on essaie de mettre les questions un peu de comportement difficile. À ce moment-là, on le sait. Hein, donc, on creuse. Donc, généralement, ils nous disent. Mais après, est-ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils font? Ça, on peut pas. On n'est pas avec eux, quoi. On n'est pas avec eux. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire. J'espère qu'ils me disent la vérité. Sinon, c'est que je fais mal mon métier. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Bonsoir. Comme ça a été rappelé, en Nouvelle-Calédonie, on a un vrai gros problème aussi au-delà de l'accidentologie, c'est le non-port de ceinture qui rend les accidents beaucoup plus graves.
Je sais que c'est aussi un problème en métropole, mais pas autant, parce qu'ici, on atteint 75 à 80% des personnes tuées qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Alors, c'est vrai que dans votre échantillonnage, c'était donc dans l'Hexagone de jeunes peut-être qui sont plus habitués à la ceinture, mais euh, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait communiquer avec les jeunes pour leur donner envie de se protéger? Parce que le fait qu'ils essayent de prendre des risques, ok. Mais là, la protection, c'est tout bête, quoi, hein, de mettre sa ceinture. Moi, je me pose des grosses questions. Bon, je ne suis pas du tout sociologue, ni psychologue, moi, je suis ingénieur, hein, donc. Mais ça m'interpelle et comme je m'occupe de la prévention routière, si je pouvais avoir des pistes, je serais ravie. Merci beaucoup de votre question. C'est une question qui m'intéresse aussi. Effectivement, le port de la ceinture de sécurité, pour simplement avoir lu les chiffres, par curiosité, j'ai pas pu m'en empêcher. Effectivement, on est autour de entre 75 et 80%, hein, donc c'est un gros chiffre. Évidemment, je ne connais pas les causes en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'aimerais bien les connaître, mais pour ça, il faudrait que je fasse une recherche sociologique sur les jeunes conducteurs néo-calédoniens. En revanche, ce que je peux vous apporter peut-être comme piste de réflexion, c'est ce que m'ont dit mes jeunes, pas mes jeunes, hein, mais les jeunes que j'ai interrogés, sur ce qui les a marqués peut-être dans la prévention, ce qui les a marqués et qui a été efficace selon eux, selon certains. C'est quelque chose qui me revient notamment pour le port de la ceinture, parce que j'avais une question là-dessus. Et ce qu'ils me disaient, ce que nombre d'entre eux me disaient, enfin certains, mais pour que je m'en souvienne comme ça, c'est que c'est très probablement quelque chose qui a été répété au moins quelques fois, c'était les interventions à l'école, avec des machines qui les mettaient en situation en fait d'accident. Et le fait de se rendre compte, c'est quelque chose qui m'avait marqué, hein, c'est la valeur de l'expérience en fait. C'est le fait de se rendre compte de ce que ça fait de se prendre un accident. En fait, ça devient vrai. Et bon, alors est-ce que ça a joué sur le fait qu'ils mettent la ceinture? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi de culturel hein, dans l'Hexagone, très précis, et de culturel ici, en Nouvelle-Calédonie? Probablement, hein, il y a forcément des injonctions. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça avait pas mal marqué. Et je me rappelle bien de ces discussions que j'avais longuement avec les jeunes que j'avais rencontrés. Parce que moi, j'ai achevé ma recherche en 2020, à peu près. Et c'était la grosse période du Covid déjà, mais au-delà du Covid, de la réalité virtuelle. Voilà, il y avait tout un ensemble. Et c'est quelque chose qui a été abordé aussi par les gens, qui peut-être, parce qu'ils me disaient, voilà, on a conscience que ça coûte très cher, qu'il faut venir, etc. Peut-être qu'avec les nouvelles technologies, ils me disaient, en fait, c'est voilà, vivre. Un petit peu comme finalement ce qui était arrivé lors de la toute première projection au cinéma, hein, avec ce train qui arrivait, et puis qui avait fait crier toute la salle, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait ressentir des émotions très très fortes. Et effectivement, le rapport à l'accident, c'est quand même souvent un rapport émotionnel, en fait. Donc, voilà. Peut-être une piste, en tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas du tout si ça marchera, donc j'espère, voilà, je ne suis pas devin. Par contre, c'est ce que voilà, m'ont proposé les jeunes que j'ai interrogés à ce sujet-là. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Bonjour. Oui. Moi, si j'ai bien compris, il y a eu 60 jeunes qui ont participé à votre enquête. Est-ce que parmi ces jeunes, vous leur avez demandé si dans leur vécu, ils avaient eu des accidents, étaient victimes d'accidents ou avaient causé des accidents pour voir. En fait, ma question, elle est orientée. Je sais que chez les jeunes garçons, prendre des risques, c'est un petit peu, comment dire, un jeu, ou alors c'est un peu l'épreuve pour devenir un grand. Et comment dire, c'est seulement à partir d'un certain âge, quand on devient père, que le rapport est un peu différent. Et pour avoir regardé une conférence où il était dit que l'homme, entre 18 et 30 ans, si on veut lui faire passer le message que c'est dangereux de rouler vite ou qu'il ne faut pas rouler sous,
ben, faut lui expliquer que s'il le fait, il va tuer son copain ou il va tuer sa petite sœur. Alors que chez la femme, très très jeune, je veux dire, tu roules vite, tu vas mourir. Non, il ne faut pas rouler vite. La façon de porter le message n'est pas le même chez la femme et chez l'homme. Et l'âge intervient aussi. Et donc, c'est pour ça, dans votre échantillon de personnes, combien ont vécu des traumatismes? À partir de quel historique on trouve bien de rouler vite ou pas? Euh, la personne qui disait conduire sous drogue, c'était quoi son passé? Est-ce qu'elle a grandi dans une famille où on se droguait? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Pareil avec comment ça s'appelle? Le fait de s'habituer au risque, que ce soit l'alcool, la vitesse, les drogues, apparemment d'une génération à l'autre, on s'y habitue et la dose doit augmenter pour avoir le même effet au niveau de la sensation. Merci pour vos questions. Il y en avait pas mal. Alors, la première, il me semble, là, vous m'arrêtez hein, si je me trompe, il me semble que c'était sur les accidents dans mon échantillon. Est-ce qu'il y en a qui avaient subi des accidents? Alors, il faut savoir qu'en fait, dans le cadre de ma thèse, très précisément, il y avait 60 entretiens. Mais dans le cadre du livre, donc de l'enquête, il y en avait 120. 120, c'est beaucoup. C'est un échantillon c'est beaucoup d'entretiens qualitatifs. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc évidemment, il y en avait qui avaient subi des accidents. J'ai essayé de regarder un petit peu la corrélation. Bon, c'est pas vraiment le bon mot parce que méthodologiquement, en qualitatif, on évite de faire des corrélations. En tout cas, j'ai regardé le lien qu'il pouvait y avoir entre l'accident et la récidive d'une certaine manière, en tout cas la conduite à risque. Et il se trouve qu'en fait, j'ai rien trouvé. Mais encore une fois, là, on est dans un contexte particulier qui est la France métropolitaine. Donc, je ne sais pas si votre question était orientée pour ici. Ça, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, pour mon échantillon à moi, je n'ai pas trouvé de corrélation, pourtant j'ai cherché. Enfin, j'ai pas trouvé de corrélation. Moi, mon objectif, c'est pas de produire des résultats parce qu'ils m'arrangent, quoi. C'est pas ça la sociologie. La sociologie, c'est pas trahir les gens. C'est très important. Donc là, j'ai pas trouvé. Je pensais, c'était une hypothèse que j'avais en fait. C'était une hypothèse que j'avais comme vous, mais non. Il se trouve, en tout cas dans mon échantillon, c'est pas quelque chose. Alors, disons que si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont subi des accidents qui récidivent quand même. Cela dit, nuance un peu, quelques personnes ont radicalement changé leur manière de conduire suite à un accident. Oui. Mais de là à dire que c'est quelque chose, c'est une cause à effet, j'irai pas jusque-là. En fait, je nuancerai un petit peu. Parce que l'accident, en fait, il est souvent contextualisé, si vous voulez. En tout cas, dans le cadre de ma recherche à moi, les jeunes le contextualisent, ils disent « Ouais, mais là, j'étais trop sous, par exemple. J'étais trop sous, maintenant, j'ai un peu arrêté. » Voilà. C'est pas forcément vrai, enfin, en tout cas, voilà. Mais oui, non, mais c'était quand même une période qui faisait que, voilà. Et c'était l'accident. Bon, oui, c'était bête ce que j'ai fait, mais là, je le fais plus. Pour autant, à la question, est-ce que tu bois au volant? Oui, oui. Mais, c'est un petit peu particulier, quoi. Il y a ce côté très contextualisé, un événement très marquant, une ponctuation en fait, mais une ponctuation en gras, c'est pour filer la métaphore. Une ponctuation importante. Donc voilà, dans le rapport. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans mon échantillon. Et après, c'était au niveau du genre. C'était... ah oui, que les hommes... Alors ça, je ne peux pas vous répondre du tout, parce que c'est plus une... Là, en fait, il y avait de la neurologie, il me semble, dans votre question, et je ne suis absolument pas neurologue. Peut-être que Grégoire pourra... Je ne sais pas, hein. Peut-être que Grégoire en saura plus que moi, mais moi, là, sur cette question, je ne suis absolument pas neurologue, donc je ne sais pas. Ce que j'entendais à un moment donné, c'était la question du conditionnement Ouais. et de l'environnement dans lequel on est. Les conduites, Ah oui, l'identification, oui. tu vois, à l'homme, au Oui. père qui conduit, Oui. ou à la mère qui est peut-être plus prudente. En tout cas, C'est toutes les vrai. représentations, le discours qu'on porte aux enfants, aux filles, qu'il faut être toujours plus douce, etc. Et chez les garçons, qu'on valorise la virilité. Est-ce que ça a des répercussions dans l'éducation, finalement, et par la suite, dans les conduites à risque au volant? Alors oui, oui, tout à fait, parce que... Merci beaucoup, désolé, j'avais oublié cette question, tant pour moi. Oui, tout à fait. Alors, il faut, là, c'est pas nuancé, il faut un petit peu d'ambivalence, parce que
fait, ce qu'est le jeune et ce que nous sommes, c'est tout ce que nous avons vécu, nous vivons, nos valeurs, nos représentations. Donc évidemment, la place de la famille est extrêmement importante. Extrêmement importante, mais elle n'est pas là seule, surtout à l'adolescence. Je le disais ce matin, je vais redire la même chose, mais effectivement, certains sociologues français ont une expression que j'aime bien, enfin, surtout un, il dit que la conduite, ça prend sur la banquette arrière. La conduite s'apprend sur la banquette arrière, oui, oui, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute évidence, on observe quand on est jeune, c'est pas en conduire, c'est ce que m'ont dit les jeunes que j'ai interrogés, évidemment. Ils étaient d'ailleurs critiques à l'égard des parents. Mais aussi, enfin, s'additionne à cela le rapport au père, PIRS, le rapport aux œuvres culturelles, c'est-à-dire, voilà, est-ce que, finalement... Donc, de là à dire que c'est parce que les filles sont éduquées... Déjà, ça aussi, c'est à nuancer, parce que ça dépend vraiment des familles. Ça dépend vraiment des familles. Effectivement, il peut y avoir ce genre de... Ça existe, mais aussi, c'est absolument pas généralisable, quoi. En tout cas, en France métropolitaine, et en tout cas, dans le cadre de mon échantillon à moi, c'est pas généralisable aujourd'hui, voilà, le fait qu'on éduque que les filles. Alors évidemment, oui, il y a des choses. Ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et l'individu se construit quand même, en tout cas, a un peu de place pour se construire et n'est pas complètement conditionné par l'éducation, loin de là. Même si évidemment, elle a une influence. Mais voilà, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait pas, on peut pas faire une corrélation comme ça. Voilà, à mon sens. À mon sens. Tous les jeunes que vous avez interrogés roulaient en voiture. Il n'y en a pas qui roulaient en 2 roues, parce que je pense que le comportement est peut-être un peu différent. Et l'autre chose, est-ce que ces jeunes, quand ils montent, à un moment qui pourrait avoir un accident, ou est-ce qu'ils se sentent un peu invulnérables, comme c'est le cas à cet âge souvent? Euh, oui, alors les jeunes que j'ai interrogés, c'était des jeunes qui conduisaient très peu, mais alors c'est parce que c'était pas un critère d'inclusion en fait. Étant donné que c'était ni un critère d'inclusion ni un critère d'exclusion, le fait qu'ils conduisent un 2 roues ou pas, certains et certaines, c'est-à-dire que c'était pas dans mes critères en fait, le fait qu'ils conduisent un 2 roues, c'est pas quelque chose que j'ai demandé quand je prenais contact avec eux. Donc il y en avait certains, mais très très peu dans mon échantillon. Mais ça, c'est vraiment du hasard, quoi. C'est vraiment du hasard, mais le rapport aux 2 roues est vraiment différent. Parce que, même sociologiquement, c'est-à-dire que le 2 roues, il y a quand même il y a une communauté qui est un petit peu différente. Voilà, c'est aussi un désir d'avoir un 2 roues. Enfin, parfois, c'est une nécessité, mais bon, voilà, c'est un petit peu différent. Donc, voilà. Et puis, votre deuxième question, j'ai pas bien entendu, ça a coupé. Excusez-moi. C'était, est-ce que l'accident fait partie de ce que les jeunes imaginent quand ils montent dans une Ah voiture, oui, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur oui, paraît oui, pour les autres oui, enfin, mais ça rejoint un peu la première question aussi, parce ouais, qu'on sait que les accidents de 2 roues sont plus fréquents ouais, et que ouais, le risque d'accident est plus ouais, d'accident grave est plus important avec un 2 roues bien qu'avec sûr. un 4 roues. Donc, mais la question que je posais, c'est est-ce que ces jeunes, quand ils montent dans la voiture, garçons ou filles, est-ce qu'ils pensent à un moment quelconque que la voiture peut être source d'accidents, qui pourront avoir éventuellement un accident? Alors, je ne sais pas si vous aviez posé une question là-dessus dans votre étude ou pas, ou si c'était quelque chose qui n'est pas venu parce que bah, ça ne leur venait pas à l'idée. Ils étaient plus préoccupés par le côté kéké que par le côté accident. Non, non, mais merci beaucoup pour votre question. Si, mais c'est quelque chose que j'ai évoqué hein, dans ma présentation. Il y a énormément de jeunes, en fait, que j'ai interrogés, et je pèse mes mots. Hein, quand je leur posais la question de qu'est-ce que tu penses de la voiture, ben, c'est super, la liberté, mais c'est aussi un peu dangereux quand même. C'est un peu dangereux parce qu'on peut blesser quelqu'un, enfin, je l'ai noté tout à l'heure, par rapport à l'autre notamment. C'est vrai que son accident à soi, il a rarement été évoqué. Après, peut-être que j'étais un mauvais sociologue et j'ai pas assez poussé. Mais ce qui était, voilà, c'est plus l'accident et les conséquences sur l'autre, en fait, qu'ils évoquent. Donc il y a ce sentiment de responsabilité à l'égard de l'autre, en fait. Voilà. C'est quelque chose, oui, bien sûr, ils y pensent. Hein. Ils y pensent.
Mais il y a un rapport très très particulier à l'accident, parce que l'accident automobile, bon, je vais pas... Il y a un côté un peu théâtral, quoi. Regardez aux abords des autoroutes, ou des routes, quand il y a un accident, en tout cas en France métropolitaine, ça génère quasiment systématiquement des bouchons. Parce que les gens s'arrêtent pour regarder, parce que c'est exceptionnel. Ça me rappelle le livre de Ballard, hein, Crash, donc voilà, sur l'érotisation de l'accident. Et l'accident, c'est très très particulier comme événement. Donc ça va au-delà. C'est quelque chose qui arrive. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Mais qui n'est pas pensé parce que enfin, qui n'est pas pensé systématiquement. Il l'occulte volontairement tout le temps, ou involontairement. Parce qu'il pensait tout le temps, ce serait être angoissé constamment, et ce ne serait pas conduire, en fait. Parce que, voilà, c'est ça, toute la difficulté de la conduite automobile. C'est d'occulter volontairement l'accident et se mettre dans une espèce de... Voilà. Alors bon, au bout d'un moment, ça devient une habitude, hein, au sens de Kaufmann, mais bon, c'est évidemment qu'ils y pensent. Quand on leur pose la question, ils y pensent, quoi. Est-ce que justement les jeunes ne sont pas plus conscients? Parce que finalement, les adultes qui n'ont pas eu d'accident pendant 20 ans, ils y croient plus du tout que ça peut leur arriver. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, finalement, ils transgressent un peu volontairement, mais en ayant plus conscience du risque finalement que les moins jeunes qui, eux, puisque ça leur est pas arrivé pendant 20 ans, ben, ça n'y arrivera jamais, ce sera toujours l'autre, c'est toujours l'autre qui conduit mal. Moi, je conduis bien, c'est pas normal que moi je me fasse arrêter, c'est les autres, et puis en plus, on tape pas assez fort sur les autres. Enfin, moi, je sais pas, j'ai un peu ce sentiment que le jeune, il prend quand même ses responsabilités, malheureusement, parce que c'est terrible, mais qu'il est plus conscient finalement que l'adulte par rapport à l'accident. Enfin, c'est un peu un sentiment, hein, par rapport à ma connaissance du sujet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de comparer entre jeunes et moins jeunes, mais... Non. Non, je n'ai pas comparé, donc je ne pourrais pas vous donner d'éléments. Vous connaissez très probablement mieux le sujet que moi. Je ne pourrais pas vous donner d'éléments sur les personnes plus âgées que les jeunes que j'ai interrogés. Voilà. Par contre, alors sur le sentiment de responsabilité, encore une fois, la nuance est quand même palpable également chez les jeunes que j'ai interrogés. Hein. Tous ne sont pas surresponsables non plus, hein, il faut pas croire, évidemment, et c'est pas du tout mon propos. Ce que je voulais, c'était vraiment apporter ce côté-là, mais certains et certaines, voilà, transgressent volontairement, quitte à mettre en danger l'autre, voilà, et sans nécessairement, sans vergogne, quoi. Et voilà, évidemment, que j'ai rencontré. Donc, c'est ni, enfin, voilà, c'est pas en fait, la jeunesse n'est ni, en tout cas même la jeunesse que j'ai interrogée, qui est une infime portion de la jeunesse qui existe, est tellement déjà hétérogène que évoquer tous les cas, ça me prendrait, je sais pas, ça me prendrait 4 jours, quoi. C'est beaucoup trop large. Donc, voilà, cette nuance est palpable déjà chez les jeunes, quoi. Ce que vous évoquez là. Ce que les jeunes que j'ai interrogés. Une question, Grégory. Merci. Est-ce que vous avez évoqué le sujet du téléphone avec avec les personnes interviewées? Parce que j'ai n'ai pas vu forcément le sujet du téléphone et je trouve que, surtout à nos âges, on est quand même tout le temps dessus, on a tout le temps la 4G, on est tout le temps connecté, on a tout le temps le son allumé, le vibreur, et ça fait partie de nous en fait. Et donc, est-ce que vous avez évoqué ce sujet avec les personnes interviewées? C'est ma question. Alors, c'était évidemment, oui, je l'ai bien sûr évoqué. Malheureusement, comme je l'ai rapidement évoqué au tout départ, je ne peux pas tout traiter, quoi. J'ai dû faire des choix qui sont peut-être pas idéaux. Mais oui, oui, le téléphone, c'est quelque chose qui est largement diffusé chez les jeunes générations. En tout cas, chez les jeunes que j'ai interrogés, moi. Oui, c'est quelque chose qui consulte. C'est un compagnon, en fait. C'est un compagnon. C'est assez intéressant, il y avait plein de choses sur le téléphone, hein. Mais il y avait pas qu'un usage quand même transgressif, lire les messages. Oui, évidemment, ça existe. Mais il y a aussi, par exemple, une jeune femme, je me rappelle, qui me dit, moi, par exemple, je suis obligé d'avoir le GPS. Bon, le GPS sur son téléphone. Donc elle voit les messages qui s'affichent. Bref. Elle est obligée parce que, étant donné qu'elle a peur de conduire, ça lui propose un itinéraire. C'est un copilote, selon elle.
Vous voyez, donc évidemment, c'est hyper présent, hein, disons la réalité numérique s'immisce aussi dans la voiture. Après, en tout cas, ceux que j'ai interrogés, rares sont celles et ceux qui n'appellent pas ou ne lisent pas les messages en voiture. C'est vrai que c'est compliqué de passer à côté d'un message. Et ils ont ce sentiment de responsabilité face au téléphone, Ouais, bien sûr. comme par rapport à l'alcool Tout ou à des fait. choses comme ça. Tout à fait. Et presque, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui vient tout de suite, qui dit, voilà, je sais, c'est vraiment pas bien, mais bon, c'est vrai que j'ai du mal à m'en passer. J'ai du mal à m'en passer. Il y a une autre logique assez intéressante vis-à-vis du téléphone, c'est qu'à l'inverse, pour celles et ceux, parce que les jeunesses, mais ça je vous invite à lire sur la suite, parce que moi j'ai pas exactement travaillé là-dessus, mais il y a plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus qui sont très intéressants, sur les jeunesses de manière générale et le téléphone, c'est que ben, nombre d'entre eux aussi souhaitent se déconnecter. Et l'avantage de la voiture, un peu comme la douche par exemple, ou la Nouvelle-Calédonie pour moi, c'est que c'est s'autoriser à se déconnecter. Parce qu'on n'y a pas accès, quoi. Vous voyez, et donc la voiture en fait partie. Je conduis, donc c'est légitime si je ne réponds pas de suite. Vous voyez? Donc il y a aussi cette logique-là. Oui, il y a la transgression, oui. Mais quand on va un peu plus loin, il y a quand même des choses intéressantes qui sortent. Donc oui, évidemment, le téléphone et la voiture, c'est toute une histoire, hein, évidemment. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Du coup, moi, quand je lis jeunesse, route, autonomie, risque et responsabilité, je pense aussi à une pratique qui, j'ai l'impression, est en augmentation ici, c'est le carjacking. C'est très pratiqué par les jeunes et je pense que ça influence la conduite non seulement des autres jeunes, mais aussi des plus adultes. Du coup, voilà. C'était juste une réaction. D'accord. Ouais, ben c'est quelque chose. Alors, euh, en France métropolitaine, hexagonale, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas par les jeunes que j'ai interrogés, qui a absolument pas été évoqué. Il y a des choses qui n'ont pas été évoquées d'ailleurs, c'est pas la seule chose, hein, le carjacking en fait partie. J'imagine, alors, il faudrait que je re-regarde les chiffres, je les avais à un moment, mais ils doivent être, il faut que je les actualise. C'est peut-être, il faudrait que je regarde en fait la différence avec, en termes de chiffres avec la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui a pas été évoqué. Donc c'est peut-être, mais ça je peux absolument pas vous le dire, quelque chose qui est à creuser, hein, peut-être dans une étude sociologique sur les jeunes conducteurs et conductrices en Nouvelle-Calédonie. Éléments de réflexion sur l'augmentation du refus d'obtempérer et son augmentation par rapport à vos travaux. Bah, vous êtes au cœur de l'actualité en France hexagonale en ce moment, hein, je pense que vous le savez, vous ne posez pas cette question. Euh, Alors, bon, les jeunes alors disons que le refus d'obtempérer, c'est quelque chose qui est pratiqué, c'est quand même une pratique plutôt extrême, quand même. À tel point que j'ai essayé d'être le plus représentatif possible dans mon échantillon. Évidemment, ce n'est pas l'objectif d'une méthodologie qualitative, hein. Enfin, je vous le dis, ce n'est pas l'objectif, hein. Mais quand même, j'ai essayé d'être le plus représentatif possible, avec des personnes voilà, qui prenaient beaucoup de risques, d'autres qui n'en prenaient pas du tout, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout sorti dans mes entretiens, le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que la police, en tout cas, dans le cadre de mes entretiens, à aucun moment ne laisse indifférent. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je pense, c'est vraiment... c'est assez minoritaire. C'est assez minoritaire. Et, alors, aujourd'hui, c'est très médiatisé. Aujourd'hui, littéralement, hein, pour ce qui s'est passé, que vous avez très probablement entendu parler en France métropolitaine, hein, avec la mort d'un jeune homme qui a refusé d'obtempérer. Mais effectivement,
mis à part le côté spectaculaire, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas remarqué dans mes entretiens. Donc je pense quand même que c'est quelque chose d'assez minoritaire pour les jeunes. Ça existe, bien sûr, mais tous les jeunes voilà, ne sont pas dans le refus d'obtempérer, bien sûr, et ils craignent quand même. Il y en a beaucoup dans mon échantillon pour qui la police, c'était vraiment c'est une vraie crainte. Hein. Parce que plus que l'accident, parfois. C'est une vraie crainte. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire, je n'ai pas eu d'éléments là-dessus, mis à part, évidemment, regarder comme vous les médias et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Vous avez présenté vos travaux, on a le sentiment qu'il y avait une dialectique entre le rapport au risque et le rapport à la loi, en fait. Et du coup, peut-être, est-ce qu'autour de ça, il y aurait des éléments peut-être d'éclaircissement de cette question du refus d'obtempérer? Ben, comme je vous dis, étant donné que ça n'a pas du tout été évoqué, je vois bien ce que vous voulez dire et je suis assez d'accord, je serais tenté, évidemment, mais ce serait un sophisme, ce serait un sophisme rapide et surtout faux. Et donc c'est pour ça que je peux pas, je vois bien ce que vous voulez dire. Peut-être, ben, c'est aussi l'objectif de mon intervention, je pense, c'est de penser des choses. Voilà, enfin, j'espère, enfin, en tout cas, même moi, là, vous m'y faites penser. C'est quelque chose, si je suis amené à y retravailler, j'y réfléchirai. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a ça. Mais c'est pas sûr, et moi, c'est pas sorti de mes entretiens. Et moi, mon objectif principal, c'est vraiment de ne pas parler à la place des gens. Et c'est l'objectif des interactionnistes symboliques, le courant dans lequel je me situe en sociologie. Donc voilà, je ne peux pas. Mais effectivement, je vois bien hein, votre logique. Vous avez peut-être raison, hein, mais il faudrait l'interroger, quoi. Il faudrait l'interroger sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, j'ai une question. Ah, pardon. Attendez. Sur l'environnement, votre échantillon des jeunes, est-ce que vous avez tenu compte de, de l'environnement, ceux qui sont urbains, périurbains ou des ruraux, ou la brousse ici, est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce qu'il y a des corrélations? Est-ce qu'il y a l'inclusivité dont vous faites état? Vous avez tout à fait raison, c'est une grosse question, une question évidemment qui est absolument centrale dans le rapport à la voiture, en tout cas en France métropolitaine. C'est pour ça que j'ai interrogé en fait, enfin j'ai décidé de prendre Strasbourg, parce que j'habitais à Strasbourg, qui est quand même une métropole, donc il y a du monde, etc. Il y a un système de mobilité qui est très très efficace à Strasbourg, hein, qui marche très bien, qui marche très tôt, très tard le soir. Enfin voilà, en plus, il y a tout ce qui est Uber, etc. Enfin, c'est très adapté, finalement, et très inadapté, à certains égards, à la voiture, hein, Strasbourg. Et de notre côté, ben, vous avez probablement vu des noms de villages, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, des villages beaucoup plus ruraux en France. Et moi, ça me tenait à cœur, parce qu'à titre personnel, étant rural, ça me tenait à cœur de donner la parole à ces jeunes qui sont souvent évincés des enquêtes sociologiques. Et de toute évidence, il y a grosses inégalités. Grosses inégalités, voire un sentiment d'être oublié, quoi, pour certains. Hein. Dire, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Oui, je prends la voiture. Oui, je prends. Alors, c'est quand je leur posais des questions aussi sur l'écologie, mais oui, je prends la voiture. Et donc, quand je leur disais, voilà, est-ce que tu peux faire. Ils me disaient, je rentre bourré, je vous dis leur terme, hein, je rentre bourré, oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas prendre un Uber ici, hein, il n'y en a pas. Hein, donc, je vais ni prendre le bus, il n'y a rien. Le vélo, c'est inadmissible, surtout quand c'est vallonné. Enfin, voilà, c'est vraiment des. C'est quelque chose, voilà, il y a une grosse inégalité et un sentiment qu'on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix pour se mouvoir, hein, parce que la mobilité est absolument centrale. Pour les jeunes que j'ai interrogés, c'était quelque chose qui était important. Hein. À ce moment où on passe le permis, voilà, pour certains, il y en a certains qui avaient peur de conduire, mais aucun ne m'a dit je regrette, quoi. Je regrette d'avoir passé le permis. Hein. Donc oui, grosse inégalité, qui est d'ailleurs complètement corrélée par, si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe, en tout cas en France métropolitaine, je vous laisserai faire
la même chose peut-être là pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est quelque chose qui se confirme avec les infrastructures, hein. Très peu de bus, plus on s'éloigne de la ville, moins il y a, et puis plus, voilà, et puis plus il y a d'accidents, ce genre de choses. Parce que, voilà, mais c'est des corrélations diverses. Voilà. C'est une question très très intéressante. Merci monsieur. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, une dernière question? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le profil et le rapport à la route et la mobilité sociale? Je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que j'ai des exemples? Peut-être, peut-être dans le désir de la voiture idéale. Voilà. Peut-être dans le désir de la voiture idéale. Disons que, bon, c'est pas exactement de la mobilité sociale, mais c'est un rapport à certaines, en tout cas, à certaines disparités. Ce qui est assez intéressant, c'est que certains jeunes que j'ai interrogés, j'avais une question en fait, c'était pour toi, c'est quoi ta voiture? Évidemment, je voulais savoir, est-ce que tu l'aimes bien? Et est-ce que c'est quoi c'est quoi ta voiture idéale? C'est quoi ta voiture idéale? Et nombre de jeunes que j'ai interrogés, évidemment, bon, l'immense majorité étaient insatisfaits de leur voiture, hein, voilà, ça leur convenait pas. Et on a quand même une tension, mais ça, c'était intéressant, une tension qui est ressortie plusieurs fois entre la voiture, c'est pas bien, je vous la fais courte. La voiture, c'est dévalorisé, donc ma voiture idéale, ce serait une voiture électrique qui ne pollue pas, selon leurs mots, hein. On va pas rentrer voilà, dans le débat, mais c'est selon leurs mots. Mais quand même, je serais tenté d'avoir une voiture de prestige, quoi. Donc il y a cette tension, et moi j'ai trouvé intéressant. Je ne l'ai pas traité plus que ça, donc je vous livre vraiment mes résultats bruts. Je vous laisserai les interpréter si vous le souhaitez. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Je ne pouvais pas tout faire, je ne pouvais pas tout traiter. Il faut faire le deuil de certaines données en sociologie. C'est un deuil que j'ai fait, peut-être un mauvais choix, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est ressorti pas mal de fois. Une espèce de tension entre, quand même, quoi, quand même, la voiture, le symbole, quoi. Symbole de la voiture, peut-être que ça. Je sais pas, peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser là-dessus. Donc oh, oui, très probablement qu'il y a un lien, mais je n'ai pas vraiment traité, quoi. Il nous reste quelques minutes. Une dernière réaction, une dernière question? Bon, du coup, moi, je vais en poser une dernière C'est des réactions de jeunes lors d'entretiens qui réagissent au comportement des plus vieux, on va dire des vieux, et qui, une façon de me dire pourquoi nous on nous embête et on nous montre du doigt régulièrement alors que certains de nos aînés conduisent alcoolisés, sont récidivistes, excès de vitesse, commettent certains des accidents, certains peuvent tuer même. Et ils ont le sentiment que la route, en tout cas pour certains, et tout ce qui est associé au drame de la route viendrait de leur jeunesse finalement. Et ils ne comprennent pas que aussi les vieux finalement sont aussi autant responsables. Et certains s'interrogent même en disant mais pourquoi nous on nous embête finalement? Pourquoi on nous oblige à mettre un A? On voit tout le système de contraintes en tout cas au démarrage. Et pourquoi les autres sont dans une impunité totale? Et pourquoi je devrais respecter une loi et une règle que les adultes, que les aînés me fixent et que finalement ne respectent pas? Ouais, alors effectivement, c'est quelque chose qui a été souvent abordé. Pourtant, j'avais pas, j'avais pas de questions spécifiques là-dessus. Mais effectivement, nombre de jeunes que j'ai interrogés m'ont décrit hein, la conduite jeune. Bien souvent, conduite jeune, je cite, hein, ce sont des jeunes que j'ai interrogés qui m'ont parlé de conduite jeune, qui s'opposaient fermement à une conduite plus âgée. Et donc une perception un peu binaire chez certains et certaines, pas tous bien sûr, hein, mais chez certains et certaines, voilà, qui quand même faisait part d'une forme d'animosité, effectivement, envers leurs aînés,
Puisque, bon, ben, évidemment, il y a le A, mais il y a également cette forme d'inégalité subie dont je n'ai pas parlé. Mais cette forme d'inégalité subie, c'est-à-dire quand ce que certains m'ont dit, quand on aperçoit que c'est un jeune au volant, on change de comportement, on juge, etc. Et voilà, voilà, il y a un sentiment, ouais, il y a un sentiment à certains égards de discrimination, hein, chez certains jeunes qui, et certains d'entre eux accusent les plus âgés justement de ne pas respecter les règles et d'être beaucoup moins responsables que leur génération. Oui, ça arrive. Après, il y a aussi une forme de relativisation dans les discours, en disant, ben voilà, eux, ils ont vécu dans une époque qui n'était pas la nôtre, où la route était beaucoup moins accidentogène, ce qui n'est pas toujours vrai, mais bon, voilà, parce qu'il faut les chiffres, il faut le rapporter au nombre de conducteurs et conductrices, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est dit, et donc exister aussi, encore une fois, dans cette tension, pas dire tout à fait, parce qu'ils se en tout cas, les jeunes que j'interroge, généralement, après, on leur pose des questions, hein, bien sûr, on fait en sorte que, mais en fait, c'est rarement, c'est toujours ambivalent, c'est toujours nuancé, il y a toujours oui, mais quand même, c'est pas tout à fait de leur faute, c'est pas tout à fait de notre faute, c'est plutôt de la faute d'autres choses. Donc oui, évidemment, il y en a qui ont une forme d'animosité, oui, très vive parfois, oui, mais pas tous du tout. Merci Maxime. Merci à vous tous. Merci aux auditeurs pour votre présence. Et on vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Bonne soirée.